Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être nombreux à ce rendez-vous de programme. Le français au sommet, deuxième numéro démarre et notre invité du jour est une éminente personnalité de la littérature. Elle est à l'origine de la promotion du mouvement de la négritude. Elle est l'auteur du célèbre « Les écrivains noirs de langue française, naissance d'une littérature ». Je vous demande d'accueillir chez vous Liliane Questelot-Fongan. Madame Questelot, vous avez dit que vous n'avez pas inventé la littérature africaine, mais pour ce qui est de la littérature écrite, vous êtes, je vais dire, aux sources de la chose. Aux sources, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que, disons, je suis peut-être la personne qui en a parlé, et plus exactement, qui l'a étudié comme un fait nouveau et important dans la vie littéraire de la France d'abord, de l'Afrique ensuite. Et puisqu'effectivement j'ai fait ma thèse sur cette littérature. C'était, je crois, la première qu'on faisait sur cette littérature. Voilà. C'est bien ça, les écrivains noirs de langue française, naissance d'une littérature. Et pour cela, vous avez rencontré Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, disons le trio des pères fondateurs de la négritude. Oui, et un certain nombre d'autres. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était l'époque où il y avait à Paris et puis à Rome les deux grands congrès des écrivains noirs de langue française. Et donc, à cette occasion, il y avait beaucoup d'écrivains qui étaient réunis. Et à cette occasion, je leur ai fait passer évidemment des questionnaires, puisque c'est un peu une thèse de sociolittérature. Et je leur ai fait passer des questionnaires, je les ai questionnés moi-même personnellement à l'époque. Et puis aussi j'avais lu tous leurs livres. C'était encore faisable parce qu'il n'y en avait à l'époque qu'une quarantaine. Maintenant on ne pourrait plus. Et donc j'ai fait à ce moment-là ce travail sur les écrivains noirs de langue française, qui est ressorti après, qui est ressorti en 2002, complété. Parce que, comme j'avais fait l'histoire jusqu'en 1960, là, après coup, j'ai fait la suite jusque 2000. Et de façon à ce qu'on ait un tout concernant l'historique de cette littérature. Maintenant, son évolution, c'est sûr que son évolution, elle a été spectaculaire, puisque d'abord c'est une littérature qui s'exprime, ce sont des romans, des poèmes qui s'expriment pendant la colonisation. Donc, on peut dire qu'elle est contemporaine de l'époque coloniale. Et c'est l'époque de la négritude. C'est pas besoin, je crois, d'expliquer ce que c'est que la négritude. Vous faites ça tous les jours. Et c'est donc une époque de protestation violente, une époque entièrement tournée contre l'étranger, qui est à l'époque l'occupant de l'Afrique, et critiquant, donc une littérature qui critique avec des degrés différents de violence. Évidemment, entre Senghor et Césaire, il y a quand même une grande différence, mais ils vont dans le même sens, qui critiquent l'occupation coloniale et qui réclament la revalorisation du noir, la revalorisation de l'homme noir, qui, depuis l'esclavage, n'a pas cessé d'être dévalorisé. Et donc ça, c'est une première période jusqu'au moment des indépendances. Après ça, nous avons une période beaucoup plus dénouée, beaucoup plus heureuse, euphorique même, puisqu'on a beaucoup de poèmes et beaucoup de romans, de pièces de théâtre, où on sent cette ère de liberté qui traverse l'Afrique à l'époque. Et donc, à ce moment-là, nous avons... Le thème anti-blanc, anticolonial disparaît pratiquement pendant une vingtaine d'années. Et, disons, le malaise, la critique interne, surtout cette fois-ci, la critique interne, la critique aussi contre, disons, la façon dont le monde
traite l'Afrique, utilise l'Afrique, manipule l'Afrique. Tout cela, maintenant, ressurgit de nouveau dans le roman. Un roman qui est incarné par des gens comme Ken Bougoul d'un côté par exemple, comme Boris Diop de l'autre côté, sans parler évidemment de tous ceux qui écrivent dans le reste de l'Afrique, n'est-ce pas, que ce soit aussi bien des gens comme Mabankou que Sembène Ousmane par ici, que Henri Lopez, que Tanel Aboli, etc. Nous avons donc là maintenant, dans tout le monde francophone, une littérature très, très critique sur l'Afrique elle-même et sur les Africains eux-mêmes. Sur les pouvoirs. Amadou Kourouma étant un des grands noms. Ce sont des critiques violentes, internes, sur la gestion, je dirais, de l'indépendance. La gestion que les Africains font de l'indépendance et qui, à certains moments, tourne au chaos. Madame Castelot, nous sommes à quelques mois du sommet de la francophonie, le 15e qui va se tenir à Dakar. Oui, c'est évidemment un grand événement. Un grand événement. Et je suis sûre que sur le plan politique, ce sommet sera très utile pour la rencontre des participants, pour la meilleure compréhension d'un pays à l'autre, des pays francophones entre eux en Afrique, et puis l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, et puis aussi surtout le Canada, la France, etc., qui connaît quand même déjà bien les pays africains. Mais il y a une chose que je regrette profondément, c'est que après ces 50 ans d'indépendance, et en même temps on peut dire 54 ans d'indépendance et ces 50 ans de francophonie, le français en Afrique a terriblement reculé. Et c'est paradoxal, parce que l'amitié francophone, interfrancophone a augmenté, les relations ont augmenté, s'améliorent de jour en jour. Il y a une influence de la francophonie dans le monde entier d'ailleurs, qui est positive. Mais je m'aperçois qu'au niveau justement de la langue, il y a comment est-ce qu'on dit ici, un gap, c'est ce qu'on dit régulièrement, c'est-à-dire en français latin un hiatus, un grand écart en bon français entre la façon dont les Africains d'aujourd'hui utilisent le français, le parlent et l'écrivent, et la façon dont ils l'écrivaient, le parlaient en 1960, qui était infiniment meilleure. Et ça se ressent à tous les niveaux, et particulièrement dans notre université, puisque j'ai travaillé dans l'université pendant longtemps, où je m'aperçois qu'effectivement, les travaux qu'on pouvait estimer très, disons, internationaux à cette époque, les travaux qui sortaient de recherche, de thèses, de mémoires qui ressortaient de l'université en lettres, étaient vraiment comparables à ce qu'on faisait en France, en Belgique, au Canada, au Maroc. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire la même chose. Et le seul problème n'est pas l'intelligence des gens. Les gens sont toujours aussi intelligents. Ce n'est pas même pas peut-être la faute des professeurs, parce que les professeurs, beaucoup ont été bien formés dans une première génération, une deuxième génération. Mais il y a eu à un certain moment un désordre qui s'est installé dans l'accentuation du nombre, la multiplication du nombre des étudiants. La démocratisation abusive, disons, de la population universitaire, qui fait qu'actuellement, on s'aperçoit que le français n'est plus opérationnel. Je crois qu'il y a une crise qui est en partie, où les étudiants sont en partie responsables et en partie non responsables. Ça serait trop long de vous développer ici les causes et leur interaction, qui toutes vont dans le même sens. Mais ce que je peux faire ici, c'est en tout cas
plaider, et là je suis d'accord avec Abdou Diouf lui-même, qui m'en a parlé personnellement, plaider pour une amélioration du français, consistante, une amélioration de la grammaire, du vocabulaire, de la syntaxe, de l'utilisation écrite comme orale du français, dans la mesure où je pense que tout Sénégalais instruit, universitaire, est amené à voyager et que dès qu'il sort du Sénégal, il va être obligé d'employer ou le français ou l'anglais et pas, hélas, les langues nationales. Je suis tout à fait pour l'enseignement des langues nationales, mais ce ne doit pas être au détriment du français, ni de l'anglais d'ailleurs. En effet, si vous allez ici, Sénégalais, vous allez au Cameroun, vous allez au Congo, vous allez en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas employer votre Wolof, si beau soit-il. Vous serez obligé de parler en français. Et eux aussi ne pourront pas employer leur français d'Afrique, qu'on a tellement favorisé d'une certaine façon, y compris dans les rangs de la francophonie. Mais il faudra bien qu'ils utilisent le français, non pas du petit dictionnaire France-africain, mais du français Larousse, du français Robert, du français orthodoxe. Pire s'ils doivent aller en France, pire encore s'ils doivent aller au Canada, en Suisse, n'est-ce pas? Ils seront bien obligés, ou au Vietnam éventuellement, ils seront bien obligés d'utiliser un français que tout le monde comprend. Ça, c'est quelque chose que je suis obligée de vous dire. Et il ne faut pas qu'ils ça leur perde de vue. S'ils veulent voyager, il faut qu'ils apprennent le français. S'ils veulent maintenant enseigner correctement, être professeurs de français, car à l'université, nous fabriquons soi-disant des professeurs de français, il faut à ce moment-là que leur français soit correct. En tenant compte de la thématique du sommet, femmes et jeunes, vecteurs de paix et acteurs de développement, nous voulons savoir un peu quelle appropriation ils ont du français et quels intérêts au fond ils ont à parler français et à bien parler français. Je me pose aussi cette question et je pense que votre objectif est très louable et devrait, disons, être assumé par tous ceux qui apprennent le français, tous ceux qui apprennent à autrui le français. Vous avez une association, il y a aussi des professeurs qui peut-être sont dans l'association mais ne font pas attention. Et ça commence avec les instituteurs. Ça commence avec les instituteurs qui doivent être convaincus que le français est utile à leurs élèves et pas seulement la langue nationale. C'est pour ça que je crois qu'il faut aussi enseigner les langues nationales. On a trop longtemps écrasé ce problème. Et c'est ça qui, d'une certaine façon, se manifeste dans cette espèce de désamour du français qui fait que nos étudiants le parlent de moins en moins bien. Moi, la seule chose que je m'explique, la seule explication possible de cela, à leur niveau, c'est que, au fond, cette langue, ils ne l'aiment pas, n'est-ce pas? Et qu'ils la parlent parce qu'ils sont obligés. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans des situations où ils vont devoir enseigner dans cette langue. Donc, en la négligeant, ils travaillent contre eux-mêmes. Ils travaillent professionnellement contre eux-mêmes. Et ça, s'ils pouvaient comprendre ça, je crois que la partie serait gagnée. Quand est-ce qu'ils peuvent parler le français? Finalement, dans les cours d'université, ils écoutent le professeur. Ils ne parlent pas. Dès qu'ils sont entre eux, ils parlent leur langue, que ce soit Wolof, Peul ou Serer. Bon, par ailleurs, est-ce qu'ils lisent? Très peu. Ils lisent leurs cours, c'est tout. Et finalement, vous savez où est-ce qu'ils entendent le français? Moi, je leur conseillerais vraiment d'écouter la RTS. En particulier les journaux parlés, qui sont bien articulés. Où réellement, les speakers de la RTS sont bons. Les speakerines aussi, encore mieux souvent, n'est-ce pas? On entend bien, le français est clair. Et c'est ça qu'on voudrait, que nos étudiants articulent le français. Ne fût-ce que comme ces gens qui sortent du CESTI. Après tout, le CESTI, n'est-ce pas, semble mieux les convaincre ceux qui sortent de leur rang que la fac de lettres. C'est très curieux, mais
le phénomène est là. Les meilleurs sont aux SSI. C'est possible. Je ne sais... Donc ils ont fait les deux sans doute. Ils ont souvent fait fac de lettres et SST. SST. C'est parfait. Ou s'ils ont fait fac de lettres et école normale sup, jadis, tu te rappelles? Il y avait 2 ans de plus à l'école normale sup où réellement ils apprenaient davantage à approfondir la langue et faisaient beaucoup moins de fautes qu'aujourd'hui, évidemment. Voilà effectivement des directions qu'on pourrait leur indiquer. Quant à parler français en famille, je crois que c'est difficile. Je pense que c'est difficile, on peut difficilement leur demander ça. Mais d'écouter des émissions françaises hein, et de faire attention à l'articulation et de lire au maximum. Parce que pour l'orthographe et toutes ces choses-là, il faut lire. Ça ne s'apprend pas autrement. Je pense qu'il faut souhaiter que ce sommet de la francophonie peut-être aide un peu davantage ces professeurs de français qui pour l'instant dans l'ensemble sont assez